La famille des cactacées prospère sur les zones arides, sur à peu près la moitié de la partie nord du continent américain, celle où il ne gèle pas trop l'hiver, globalement la partie sud. Mais les cactacées prospèrent sur les zones arides de toute la partie sud du continent américain. Et je vous présente par quelques images la formidable évolution de cette famille végétale. Et pour commencer, le Plocedia lilliputana, qui ne dépasse pas 1 cm de diamètre. Mais il y a aussi quelques espèces qui n'ont pas d'aiguillon pour se protéger, mais qui ont développé plus de 50 molécules plus ou moins toxiques pour se protéger contre les prédateurs. Mais en collection, l'homme a pratiqué des hybridations et obtenu des espèces qui dans la nature ont des aiguillons. Et ces espèces hybrides sont recherchées par les collectionneurs. Et pour cause, leur floraison est splendide. Mais normalement, la plupart des espèces de cactacées ont toutes des aiguillons pour se protéger des prédateurs. Et voici quelques exemples de cactacées aux formes très diverses, comme ce Pygmao cereus densyaculeatus, petite cactacée cylindrique et rampante, aux superbes fleurs et aux aiguillons très particuliers. Ils ont évolué en devenant pectinés, et cette structure a pour fonction de capter les rosées matinales. Pourtant, ces aiguillons sont à cellulose, captent les rosées nocturnes et par évaporation, elle est redistribuée à la plante. Et il en est de même pour ce Mammillaria plumosa. Comme son nom l'indique, cette plante semblerait être comme un oiseau couverte de plumes. Comme l'espèce précédente, les aiguillons retiennent les rosées nocturnes tout en faisant de l'ombre. Mais environ un tiers des cactacées se sont développés avec une structure colonnaire. Toutes les espèces en forme de cierge ont des aiguillons et ont développé des fleurs superbes, qui sont pour la plupart du temps nocturnes et très élégantes. Là aussi, elles ont évolué, fleurissent la nuit pour se protéger de l'ensoleillement. Et cette espèce a évolué différemment. Les pétales sont presque inexistantes, elles sont très courtes et l'ensemble ressemble à un bouton de fleurs. C'est cet ensemble d'évolutions différentes qui intriguent et sont recherchées par les collectionneurs, comme ces espèces très différentes, avec une évolution intime propre aux cactacées. C'est le développement du céphallium, partie génétique de la plante où apparaissent les fleurs et les fruits. Et seuls les cactacées développent cette particularité. Et avec des variantes, c'est le céphallium qui soit central ou latéral, comme ici pour les Coleocephalocereus, où le céphallium se développe quand la plante est adulte jusqu'à la fin de ses jours. Mais de très nombreuses cactacées ont un développement sphérique, plus ou moins colonnaire, et beaucoup d'espèces sphériques se multiplient en proliférant. Mais la plupart des espèces ont colonisé les zones arides, tout en colonisant des zones semi-arides, tout en prospérant, modifiant leur aspect au milieu des autres végétaux qui leur procuraient de l'ombre. Et pour attirer les insectes, elles développaient des fleurs nocturnes, très grandes, odorantes et très élégantes, aux fleurs pouvant atteindre près de 20 cm de diamètre. Et pour continuer leur conquête, certaines espèces de cactacées sont devenues épiphytes, comme ces zygocactus, très florifères prospérant dans les creux des branches des arbres. Elles sont aussi très prisées par les collectionneurs et l'homme les a hybridées en créant de très nombreuses variétés.
Mais toutes ces espèces de cactacées ont un point commun. Elles ont toutes une ossature très particulière, qui est pratiquement unique dans le monde végétal. À l'exception d'une seule espèce, on retrouve cette ossature dans toutes les cactacées. Cette construction est en fibre de bois, cellulose. Elle se modifie suivant les espèces et le lieu où elles prospèrent. En observant les ossatures de chaque espèce, elles nous indiquent l'adaptation à leur site. Sur une souche d'un cierge mort, on voit très bien la construction d'une cactacée. Avec ses ossatures centrales qui sont différentes d'une espèce sur l'autre. Et la voici en coupe sur une espèce encore en végétation. Au centre, le parenchyme modulaire, et l'on pourrait dire la moelle de l'os, entouré par l'ossature en fibre de bois. Et l'on pourrait dire c'est le squelette de la plante. Et tout autour, ce sont les réserves de sucre, et l'on pourrait dire ce sont nos muscles et notre graisse. Au centre, le parenchyme modulaire et les ossatures des cactacées est très variable, car elles se sont adaptées aux conditions où elles prospèrent. Elles se présentent comme une tige cylindrique creuse. Elles sont constituées de fibres très denses, compactes avec des interstices ajourés, qui laissent passer les canaux avec les deux parenchymes modulaires et corticales, mais aussi les méristèmes pour les plantes qui prolifèrent. Sur les cactacées colonnaires, cette ossature évolue en permanence. Les fibres à leur sommet, elles sont resserrées. Et sur leur base, au fur et à mesure du vieillissement des plantes, elles se contractent et forment des losanges. Et suivant les espèces, l'ossature en bois devient de plus en plus compacte, où toutes les fibres se sont soudées pour donner de la rigidité sur la base des plantes colonnaires. Sur cette section de base, j'indique le parenchyme modulaire, entouré de l'ensemble de l'ossature des plantes, qui n'est pas en bois plein, mais en fibre de bois, disposée en croisillon en couches successives, ce qui donne aux plantes colonnaires une rigidité sur leur base et une souplesse sur leur sommet. Et cette invention, l'homme l'a très souvent copiée. Et voici une expérience vécue dans ma collection. Lors d'une exposition au transport de Oreocereus celsianus, la plante a été pliée mais sans être sectionnée. Et bien plus tard, quand elle était morte, je dégageais son ossature. Et je m'apercevais que sur cette ossature, la partie qui avait été pliée sans être sectionnée avait évolué et s'était renforcée en augmentant leur volume pour réparer les fibres cassées. Ce qui nous montre que l'ossature des colonnaires évolue en permanence et elle est capable, si elle n'est pas complètement sectionnée, de réparer l'ossature, comme le fait l'ossature d'un corps humain. Exemple sur un métatarse d'un pied humain. Après une fracture, l'arthrose s'est développée en déformant cette partie de l'ossature du corps humain pour essayer de la renforcer, exactement comme l'a fait l'ossature de cet Oreocereus celsianus. La personne qui a cette blessure au pied est handicapée et souffre pour marcher. Cet Oreocereus celsianus est handicapé pour sa flexibilité. Souffre-t-elle? Je vais conclure sur la description de l'ossature des cactacées, très variable, avec des images plus agréables à regarder, montrant leur variété, leur beauté, de l'ensemble des espèces composant la famille des cactacées, qui n'a pas fini de nous étonner, car les constructions et l'évolution de leur ossature
adaptées aux conditions climatiques dans lesquelles les espèces se développent, en inventant, suivant les espèces, toute une série d'adaptations. Et nous les verrons dans les vidéos suivantes. Et que ce soit avec les espèces globuleuses ou les espèces colonnaires, qui par leur beauté font le bonheur des collectionneurs, tout en ignorant très souvent que ces plantes sont à l'origine de nombreuses inventions que l'homme a copiées. Je reviens sur cette image de l'ossature d'une cactacée, en soulignant que cette construction creuse et en fibres croisées, vous la retrouverez dans la construction des cannes à pêche en fibre de verre, mais aussi en fibre de carbone, ce qui donne une souplesse et une solidité. Et il en est de même pour la construction du Kevlar, qui résiste aux chocs violents. L'homme a simplement changé la composition des fibres. Elles ne sont plus en bois mais en tout autre produit. Et la famille des cactacées nous montre leur formidable adaptation. Et elles ne sont pas statiques et elles continuent leur évolution. Et si le temps change trop vite, seront-elles capables d'évoluer rapidement? À l'origine, les cactacées, ce sont de simples buissons vivant sur les zones tempérées, avec des feuilles et une floraison abondante. Et elles se sont adaptées sur tous les terrains arides. Elles n'arrêtent pas d'évoluer en permanence, en créant près de 10 000 espèces et de très nombreuses adaptations innovantes, peu visibles mais existantes.